Shalom, shalom, Chazak Ubaruch, Chazak Ubaruch. Shavua Tov à toutes, Shavua Tov à Shabbat tous. Et Shabbat. sans transition, alors on continue dans notre livre du Rambam. Je vous fais tout de suite un partage d'écran. Voilà, alors la semaine dernière, on avait vu que le Rambam, il divise en fait en 5 parties toutes les halachot, donc toutes les lois de la Torah. Et il va nous faire lui-même un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, donc autant le lire dans ses mots à lui. C'est ce qui est marqué là en gras. Nimtza, sheklal adinim ha'amurim bamishna, nichlakim lefi chamisha halakim. Donc on voit que tous les dinim, donc toutes les halachot, toutes les lois qui sont dans la Mishnah, donc dans la Mishnah, c'est-à-dire dans toute la Torah en fait, dans toute la Torah orale qui a été reçue, transmise depuis Moshe jusqu'à Rabbi Yehuda Lassi, jusqu'à Rabbeinu Akadosh, ils sont donc en 5 parties. Alors 5 parties, 2 points. Mehem perushim mekubalim mimoshe veyesh lahem remes bakatuv oshe efshar elamdam be'achat amidot. Donc la première partie, c'est celle que Moshe a reçue et qu'il y a quand même une allusion dans la Torah écrite ou au moins qu'on peut l'apprendre par une des clés, une des midot d'apprentissage de la Torah écrite. Ça, c'est la première partie. Ça veut dire, par exemple, le hétrog. C'est-à-dire le hétrog, comment on sait que lorsque la Torah parle du fruit qu'on doit prendre à Sukkot, c'est bien du hétrog. Eh bien, il y a une allusion dans ça. C'est une halakha que Moshe a reçue directement. On lui a dit, voilà, le fruit qu'il faut prendre, c'est le hétrog et pas un autre fruit. Mais il y a quand même une allusion dans la Torah écrite. La deuxième partie, Umehem alacha le Moshe Misinaï, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est une alacha que Dieu a donnée à Moshe directement, mais sans qu'il y ait d'allusion dans la Torah écrite. Ça veut dire c'est comme ça et c'est tout. Il n'y a pas forcément il va pas y avoir, on va dire, euh, de valeur dévoilée de cette halakha. C'est quelque chose qui est purement oral. La troisième, Umehem sheni medu be'echat amidot ou bahem nafla machloket. Alors la troisième, elle est elle totalement à l'oral. Elle n'a pas été reçue de manière claire par Moshe. C'est les chachamim de chaque génération qui ont réfléchi et qui sont arrivés à telle conclusion. Et par contre, il y a eu entre deux une machloket. Donc certains pensent que c'est comme ça, certains pensent que c'est comme ça, et on décide selon la majorité. La quatrième partie, c'est les xérot. Les xérot, c'est-à-dire aussi les chachamim des générations qui vont faire une barrière autour de certaines lois selon leur vision, c'est-à-dire selon ce qu'ils voient dans la réalité. C'est-à-dire s'ils voient que le peuple a du mal avec tel halakha, eh bien, ils vont faire une barrière, ou si eux-mêmes, ils pensent que c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Ça, c'est les barrières, donc les xérot, ou même takanot. Alors, takanot, c'est ce qu'on rajoute en plus. Ce n'est pas une barrière pour protéger une halakha, c'est, on va dire, des halachot en plus qui vont, selon les chachamim de ces générations, dans le sens de la Torah. Alors, on peut voir en réalité que ça va crescendo pratiquement. C'est-à-dire que c'est de plus en plus de la Torah orale, on pourrait dire. C'est de plus en plus entre les mains de l'homme, puisque la première partie, c'est une halakha donnée à Moshe, mais il y a quand même un dévoilement dans la Torah écrite. La deuxième partie, elle est totalement à l'oral, mais elle est quand même reçue de Dieu à Moshe. La troisième partie, on fait déjà marcher notre intellect pour savoir qu'est-ce qu'il y a marqué, qu'est-ce que ça veut dire, etc. La quatrième et la cinquième partie, c'est vraiment quelque part, on invente quelque chose qui n'est pas marqué parce qu'on pense que ça va dans le sens de la Torah. Alors, la semaine dernière, on m'a demandé à la fin du cours, je crois que c'était Yochevet qui m'a demandé à la fin du cours, Hanouka et Purim, dans quelle partie ça rentre? Et sans tellement réfléchir, j'ai dit que ça rentrait dans la partie 3. Et je pense que c'est une erreur. Ça ne rentre pas dans la partie 3 du tout, puisque la partie 3, hein, c'est des marlocotes qu'il y a eu entre des chachamim sur l'intention de l'écrit. Et ce n'est pas du tout ça hein, pour Hanouka et Purim. Hanouka et Purim, c'est des fêtes. C'est des événements historiques dont les chachamim de ces époques ont décidé d'instaurer ça comme fête pour toutes les générations.
Donc, en vérité, a priori, je pense que ça rentre plus dans la partie 5, c'est-à-dire les takanot. Les takanot, donc, des institutions des sages des générations qui vont dans le sens de la Torah. Donc ça, je pense que c'est ça, hein, Hanouka et Purim. Bézéda. On continue donc dans les mots du Rambam. Et là, le Rambam, il va poser la question, pourquoi? Donc, je vous rappelle, on est dans l'écriture de la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi. Et là, il pose la question, pourquoi est-ce que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi écrit la Mishnah, pourquoi est-ce qu'il va mettre les machlokot? Je crois que ça a coupé un peu, ok. Pourquoi est-ce qu'il va mettre les machlokot? C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une discorde, une controverse entre deux chacham, okay, ils n'étaient pas d'accord sur tel halakha, et il y en a un qui a dit permis, l'autre qui a dit interdit, et puis on a tranché, on a dit que c'était permis. Très bien. Mais alors pourquoi dans la Mishnah ramener l'opinion de celui qui n'est pas la halakha? C'est-à-dire, a priori, on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin, puisqu'il a dit ce qu'il voulait dire. On a présenté ça devant le Beddin, ils ont voté, donc pourquoi malgré tout ramener les machlokot dans la Mishnah? Parce que si vous ouvrez un livre de Mishnah, vous verrez que ce n'est pas dit de manière consensuelle, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la halacha, elle est comme ça, etc. Il y a plutôt marqué Rabbi Akiva Omer comme ça, mais Chachamim Omrim comme ça, différemment. Donc, il marque les machlokot. Et donc, ce que pose comme question le Rambam ici, c'est pourquoi? Et il va donner à ça 3 raisons. C'est les 3 paragraphes qu'on a devant nous. Omnam, Sibat keviato a machloket, nafla ben shte zvarot ve'inyanim, nafla ben machloket, hu kemo she'azbi. Donc, la raison pour laquelle il a marqué les machlokot, c'est tel que je vais l'expliquer. Ilou kava shemuot muskamot, she'en ben machloket, ve'ishmit divrei mi she'en halacha kidvarav, היה בא בדור שלאחריו מי שקיבל ממי שחלק על אותה זמרה, או ממי שסובר כמותו, היפך הדבר שנפסק להלכה למעשה, והיה נכנס בליבנו ספק לומר איך קיבל פלוני שהוא אדם נאמן, שדבר פלוני אסור, והנה המשנה ברבו שהוא מותר. Donc, il dit comme ça, en fait, il fait un raisonnement entre guillemets par l'absurde. C'est-à-dire que si Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de la Mishnah, n'avait pas écrit les machlokot dans la Mishnah, il y aurait eu un danger. C'est quoi le danger? Il écrit que la halacha, c'est-à-dire là où tout le monde est d'accord qu'il faut faire comme ça. Seulement, je vous rappelle qu'on commence une période de galoute juste après l'écriture, enfin même pendant l'écriture de la Mishnah, et donc on va dire que le peuple juif est dispersé et que donc la tradition, elle est aussi dispersée. Et imaginez-vous que quelqu'un ait reçu, on va dire comme ça, il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Akiva, mais on a voté comme Rabbi Akiva. Seulement Rabbi Meir, il avait des élèves. D'accord? Et donc, imaginez-vous qu'un élève de Rabbi Meir continue à transmettre ce que son maître lui a transmis, mais sans savoir que la halacha était comme Rabbi Akiva. Et donc, du coup, il continue de transmettre cet enseignement qui n'est pas la halacha jusqu'à ce qu'il arrive à plusieurs élèves. Et là, on va dire comme ça, on les connaît, les élèves de Rabbi Meir. On sait que c'est des gens bien, on sait que c'est des gens sur qui on peut compter. Et on voit qu'ils ont une autre tradition. Et donc, si par exemple, devant nous, dans notre Mishnah, on a seulement les propos de Rabbi Akiva, et que l'on voit tous les élèves de Rabbi Meir qui disent l'inverse de ce qu'il y a dans notre Mishnah, nous dit le Rambam, c'est la phrase qui est soulignée, Ve'aya nichnas belibenu safek lomar er kibel ploni sheudam neman shedevar ploni asso. Eh bien, il serait rentré dans notre cœur un doute, ça veut dire on aurait commencé en fait à douter de la véracité ou du fait qu'on peut compter totalement sur la Mishnah, puisqu'on voit qu'il y a tout un groupe de personnes qui est un groupe tout à fait fidèle à la halakha, qui se conduit différemment de ce qu'il y a marqué dans mon livre de Mishnah. Et donc, je vais commencer à douter. Je me dis, mais peut-être que c'est eux qui ont raison et pas forcément moi. Et donc, ça aurait créé un doute et ça nous aurait embrouillé. Et donc, pour éviter ça, eh bien,
Rabbi Yehuda Hanassi, il a rentré les marlocotes dans la Mishnah, même pour qu'on sache, oui, en effet, on voit les élèves de Rabbi Meir, par exemple, qui viennent et qui nous disent, mais vous savez, nous, on fait comme ça, on ne fait pas comme vous. Et là, on leur dit, oui, on est au courant, on est au courant. D'ailleurs, regarde, c'est marqué dans la Mishnah. Et en fait, toi, tu es un élève de Rabbi Meir. Seulement, la halacha n'est pas comme cela. Et donc, en fait, on arrive à garder finalement le consensus grâce au fait qu'il est marqué les marlokot. Donc, c'est ce qui a marqué juste ici. Donc, Veine à Mishnah Be'era, Bo, Sheumta, Ola Efer. Aval, Keshe, Iyu, Yeduot, Etzlenu, Kol Azvarot, Tistalek, Astira, Azou. Mais si par contre, on a devant nos yeux tous les avis, toutes les opinions qui ont été dites sur ce sujet, même ceux qui ne sont pas la halacha, eh bien, il n'y a plus de danger d'avoir un doute. C'est ce que j'ai dit. Si par exemple quelqu'un vient et nous dit, vous savez, moi j'ai une autre tradition, on lui dit, oui, en effet, tu as raison. Cette tradition, elle vient de quelqu'un d'autre. Mais comme la majorité ne sont pas d'accord avec lui, eh bien, on ne fait pas la halacha comme ça. O ploni cholek alav, ve halacha kedat a cholek alav. Pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire ça peut être parce que la majorité sont pour les calafs, ça peut être parce que on préfère la thèse de l'un plutôt que la thèse de l'autre, etc. En tout cas, ça ne vient pas nous embrouiller. Donc ça, c'est la première réponse. Pourquoi est-ce qu'il a marqué les marques locales? La deuxième réponse, aval. Keviato divrei yachid verabim, les filles chez Péamim, tiye alacha keyachid. Veratsa lelamdecha, she'im haïta zvara nichona ubrura, shomim afilu leyachid, ve'afalpi sherabim cholkim ala. Alors, la deuxième raison, elle vient nous apprendre autre chose, elle vient nous apprendre en fait quelque chose, on va dire, essentiel dans la manière de trancher la halakha. Parfois, dans la Mishnah, il y a marqué comme ça, telle chose est permis d'ivrei Rabbi Akiva, vechachamim cholkim alav, donc les sages ne sont pas d'accord avec lui, mais halakha qui est Rabbi Akiva. Malgré tout, halakha qui est Rabbi Akiva, c'est-à-dire que ça arrive parfois qu'il y ait la halakha comme une personne face à plusieurs personnes. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi, il aurait pu tout simplement marquer dans la Mishnah halakha qui est Rabbi Akiva, et on n'aurait jamais su que Rabbi Akiva était seul contre tous. Alors pourquoi c'était si important pour lui qu'on sache qu'il était seul contre tous? Nous dit ici le Rambam, c'est la phrase qui est soulignée, Veratza lelamdecha sheim haïta zvara nechona ubrura shomim afilu leyachid ve'afalpi sherabim cholkim ala. C'est pour t'enseigner que si sa pensée, sa logique, sa thèse, elle est meilleure, eh bien, même une personne contre beaucoup, on va quand même en sa faveur. C'est-à-dire, donc, c'est pour nous dire qu'on n'est pas dépendant de la majorité totalement. Bien sûr, quand on vote, oui, mais pas quand on écoute les thèses. Ça veut dire que parfois, on écoute, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui vont dire tel argument, et une personne qui va dire un argument inverse. Si l'argument inverse est meilleur, eh bien, on n'a pas du tout peur de trancher comme la personne seule. Et donc, c'est ça une des raisons qu'il voulait aussi nous apprendre Rabbi Yehuda Hanassi. Et la troisième raison, c'est une raison un petit peu plus, on va dire, morale. Aval. Keviato zvarat adam mesuyam vechazarato meota zvara. Kegon. Amrou bet Shammai omrim kar ou bet Hillel omrim kar vechazrou bet Hillel leorot kedivrei bet Shammai. Il y a marqué parfois qu'il y a une marloquette entre bet Hillel et bet Shammai et que ensuite bet Hillel sont revenus sur leurs propos, ça veut dire ils reviennent sur ce qu'ils ont dit, ils disent en fait on est d'accord avec bet Shammai. Donc, ça aurait été plus simple, peut-être, plutôt que de nous raconter toute cette histoire, de nous mettre directement c'est quoi la halakha, parce qu'au final, il n'y a pas de marloquette. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord, Bet Hillel et Bet Shammai, et puis finalement, Bet Hillel a dit non, en vérité, c'est Bet Shammai qui a raison, et donc il n'y a plus de marloquette. Donc, autant directement nous dire la halakha selon tout le monde. Pourquoi nous raconter le cheminement?
C'est-à-dire, d'abord, il y a eu une marloquette et ensuite, ils ont été d'accord et donc ça va. Et donc, nous dit le Rambam, le cheminement, il est important. Pourquoi? La phrase qui est soulignée, Kedel elamdecha ahavat haemet veredifat hatzedek. Pour t'enseigner l'amour de la vérité et la poursuite de la justice. Les fiches chez Elu Ishim Agedolim Achasidim Amaskilim Amuflagim Bechochoma Shleime Hadat Kacher Raou Divrei Acholek Aleem Nichonim Yoter Midivrihem Veigionim Yoter Nichnu Vechazru Ledarato. Pour nous dire que ces géants-là de la Mishnah, qui sont des géants aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau moral, au niveau personnel, etc., lorsqu'ils voient que celui avec lequel ils ne sont pas d'accord, en vérité, s'entend mieux, et finalement c'est plus logique, etc., eh bien, ils n'ont absolument aucun problème à directement se soumettre et à dire, en effet, tu m'as convaincu, je reviens de ce que j'ai dit, et je suis d'accord avec toi, pour nous dire que la seule chose qui les intéresse, en vérité, c'est l'amour de la vérité et la poursuite de la justice et aucun autre élément extérieur à cela. C'est-à-dire, il n'y a rien de personnel, il n'y a rien d'orgueil, etc., etc. Et bien sûr, ça vient nous enseigner à nous. Enseigner à nous, c'est ce qu'il va dire tout de suite. Kol sheken vekava pomer, char bene adam. Donc, a fortiori, des gens comme nous, qui sommes peut-être un petit peu moins des géants au niveau intellectuel et au niveau personnel et moral, eh bien, lorsque on est, par exemple, en controverse avec quelqu'un et qu'on commence à entrevoir qu'en vérité, celui qu'on a en face de nous dit quelque chose qui s'entend mieux, eh bien, soumets-toi et ne commence pas à rentrer la tête dans le mur avec lui, à t'acharner à défendre tes propos, alors que toi-même, tu n'y crois plus tellement. Vezeu dvar Hashem, tzedek, tzedek, tirdof. Donc, c'est comme dit le pasouk, tzedek, tzedek, tirdof, la justice poursuit. Ve alze amru chachamim, heve modé à la emet. Comme il y a marqué dans Pirkei Avot, heve modé à la emet, c'est-à-dire admets la vérité lorsque tu l'entends. C'est ça qui doit t'intéresser en fait. Ce qui t'intéresse, c'est seulement la vérité. רצה לומר, אף על פי שאתה יכול לחלט את עצמך בטענות ויכוחיות, אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית יותר מחמת חולשתו או בגלל יכולתך להטעות, חזור לדבריו וחדל להתווכח. C'est-à-dire que si tu vois qu'en vérité, ces arguments, ils sont meilleurs, mais toi, tu es meilleur au niveau de ta capacité à argumenter, ou lui, il est un petit peu faible comme ça, il n'arrive pas bien à exprimer ses arguments, et donc quelque part, tu pourrais le battre en vérité. Dans un débat, tu pourrais, toi, être supérieur à lui, malgré tout, bien entendu, c'est l'honnêteté qui est importante ici, et pas seulement le côté extérieur. Et donc, si tu vois ça directement, soumets-toi et arrête le débat tout de suite, même si tu peux le gagner, puisqu'il n'a plus en fait de raison d'être gagné, puisque tu n'es même plus d'accord avec ce que toi-même t'as dit. Donc ça, c'est les trois raisons. Les trois raisons pour lesquelles on a marqué les marcocodes. Donc la première, c'est vraiment une raison technique, c'est celle qui est la raison essentielle en fait de la transmission de la Torah orale, c'est pour ne pas qu'il y ait de doute sur la véracité de la transmission, qu'on n'aille pas se dire mince, en fait on n'a peut-être pas reçu la bonne chose, puisqu'on voit que cette communauté-là fait l'inverse. Donc non, il a marqué toutes les opinions pour qu'on les ait tous devant nous. La deuxième, donc, c'est pour enseigner que ce qui est important, c'est l'argumentation. Et même si on a un contre plusieurs, c'est lui qu'on écoute. Et la troisième, c'est pour nous faire entendre l'honnêteté intellectuelle de tous ces Tanaïm qui sont dans la Mishnah. Alors, on pourrait peut-être rajouter un élément qui n'est pas vraiment dit ici, mais qui est certainement vrai. C'est ce qui a marqué lorsqu'il y a une marloquette. Le Talmud dit comme ça, Elou ve Elou divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire, les propos de celui-là et les propos de celui-là sont les paroles du Dieu vivant. Seulement, c'est un petit peu dur à comprendre, puisqu'il y en a un, on va faire la halakha comme lui, et l'autre, on ne va pas faire la halakha comme lui. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que les deux sont les paroles du Dieu vivant?
Eh bien, et d'ailleurs, on le voit dans les yeshivot, lorsqu'on étudie la Gemara et qu'on tombe sur une controverse entre Beth Hillel et Beth Shammai, on sait déjà que la halacha, à 90%, à part les quelques cas que l'on connaît, qu'on les connaît déjà, la halacha sera comme Beth Hillel. Et donc, la question, c'est pourquoi étudier malgré tout, et pas seulement étudier, mais étudier en profondeur et essayer de comprendre la thèse de Beth Shammai si de toute façon, on ne va pas faire la halakha comme lui. Okay. Exemple technique qui va nous concerner bientôt, c'est sur l'allumage des bougies de Hanouka. Il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce qu'on les allume de 1 à 8, ça c'est Beth Hillel et c'est comme ça qu'on fait, ou est-ce qu'on les allume de 8 à 1, c'est-à-dire le premier jour on en allume 8, le deuxième jour 7, 6, etc. Ça c'est l'opinion de Beth Shammai et elle a été rejetée cette opinion-là. Alors pourquoi est-ce que la Gemara elle va s'efforcer à expliquer dans mes Beth Shammai en fait ils pensaient comme ça, etc., etc. Eh bien, parce que même si au niveau de la halakha, c'est vrai qu'on ne peut pas faire les deux opinions. C'est-à-dire, je ne peux pas allumer ma Hanoukia à la fois de 1 à 8 et à la fois de 8 à 1. Ça ne marche pas. Mais malgré tout, il y a quelque chose de vrai dans l'opinion de Beth Shammai et cette chose-là de vrai, même si elle ne va pas s'exprimer dans des actes, je suis obligé de la connaître et de l'étudier parce que c'est un aspect du réel. Alors peut-être pas l'aspect le plus important, le plus essentiel, puisque ce ne sera pas la halakha, mais c'est quand même un aspect. D'accord. Je ne sais pas si je vous ai déjà fait ça, mais c'est toujours le même exemple. C'est-à-dire, est-ce que cette chose-là est rectangulaire ou est-ce qu'elle est noire? Eh bien, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'il y en a un qui a totalement tort, c'est que les deux voient un aspect de cette réalité, mais qu'il y en a un qui a un aspect plus important. Et comme la halakha, en fait, elle va prendre des grandes idées et les mettre dans le monde du réel, c'est-à-dire on va prendre la grande idée de la bonté, et puis on va lui donner une expression, de dire voilà, tous les jours, il faut donner un petit peu de tzedaka, de telle manière, etc., etc. C'est-à-dire on prend des grandes idées et on les fait rentrer dans des cadres, dans un cadre d'actes, etc. Et bien dans ce cadre-là, pas tout ne peut rentrer. Pas tout ne peut rentrer. Ne peut rentrer que l'essentiel, que celui qui a été tranché. Mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que l'idée, elle est peut-être plus grande que ce qui va rentrer dedans. Et donc, à nous d'étudier aussi le cheminement. C'est-à-dire que comment est-ce que Beth Hillel, en fait, il était en désaccord avec Beth Shammai, et donc comment est-ce qu'on en est arrivé à son opinion, etc. Tout ça, hein, il faut aussi l'étudier pour avoir finalement un aspect complet de la halakha en question. Donc ça, c'est, on va dire, une quatrième raison pour laquelle Rabbi Yehuda Nissi écrit les machlokot dans la Mishnah. Quelque chose Ken. En fait, ce n'est pas vraiment la recherche de la vérité qui nous intéresse. C'est un choix de philosophie. Parce que celui-là a dit vrai, celui-là a dit vrai, il y a plusieurs vérités, il n'y en a pas qu'une seule. Donc finalement, on choisit une philosophie et on s'en tient. Une philosophie de la vie, une philosophie qui en plus, qui correspond plus à la Torah de Moshe. On va dire comme ça que c'est vrai, celui-là dit vrai en général, mais qu'il y aura un dont la vérité va pouvoir s'exprimer dans le concret, dans le réel, et l'autre non. Et l'autre non. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a tort, mais ça veut dire que la vérité, en fait, elle est plus large que ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il y a une vérité au niveau des idées, il y a une vérité au niveau des actes. Et donc, selon Beth Hillel, on va dire, ça va mieux s'exprimer dans l'acte, et donc on va choisir cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on rejette totalement l'autre. C'est ce qu'on dit comme ça, que Marloket Leshem Shamaim Mitkayemet. Ça veut dire qu'à partir du moment où les deux ont en vérité des intentions d'être dans la suite de la Torah de Moshe, alors ce qu'ils vont dire ne va pas être totalement rejeté.
Mais malgré tout, il y en a une qui va pouvoir s'exprimer dans le réel ou pas. Et c'est cette vérité-là qu'on va poursuivre. C'est là-dessus qu'ils vont débattre et c'est ça qu'on va vouloir chercher. Donc tout ce qu'on a parlé avant de la recherche de la vérité, etc., c'est la recherche de la vérité qui s'exprime. Donc c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est pas pas seulement une philosophie. Ça veut dire qu'on est d'accord avec les deux opinions, mais il y en a une qui est plus essentielle que l'autre. Je crois Est-ce que c'est qu'on peut comme dire, ça. Rav, est-ce qu'on peut dire aussi on garde les machlokot, on garde ces opinions différentes, on arrivera à un temps où on aura besoin de cette autre opinion. Ah, il a fait. Alors, c'est vrai que vous dites quelque chose que je n'ai pas touché parce que c'est assez connu qu'il y a marqué comme ça que dans ce monde-ci, la halacha, elle est comme Bet Hillel, mais les Atid Lavo, elle est comme Bet Shammai. C'est-à-dire que dans un monde futur, lorsque la réalité en vérité change, alors la halacha, elle change aussi. C'est vrai. C'est ça qui fait en fait que nous, même si la halakha nous limite et que nous sentons qu'on nous indique un chemin, mais elle a quand même une halakha, une possibilité d'avancer, une possibilité de marcher. Et si on garde cette opinion différente où on a vous avez dit qu'on choisit un chemin pour qui va s'exprimer dans la vie, mais on garde cette opinion parce que nous ne savons pas où est-ce que le monde va nous emmener. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça non plus, c'est pas marqué ici, mais je pense que c'est vrai aussi. C'est-à-dire que la halakha, elle est en fonction de la réalité. Et si Non. la réalité change, alors c'est possible que la halakha change aussi. Et donc, c'est extrêmement important d'avoir toutes les opinions qui sont sur tel sujet pour pouvoir nous permettre une certaine flexibilité au moment voulu. Et c'est vraiment exprimé. On réagit au changement. Ouais, alors, après, réajuster, ce n'est pas toujours facile au niveau technique parce qu'il faudrait instaurer un bed-in, etc., etc. Mais oui, c'est tout à fait faisable. D'ailleurs, les décisionnaires se servent des opinions qui ne sont pas la halakha dans des cas d'extrême urgence. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un qui dit que c'est permis de faire telle chose et l'autre que c'est interdit, et la halakha sera comme celui qui dit que c'est interdit. Seulement, en cas d'extrême urgence, etc., eh bien, on va quand même le permettre en se disant, bon, il y a quand même une opinion qui dit ça. Le fait qu'il y ait une opinion qui dit ça, ça nous laisse quelque part une sorte de gilet de sauvetage en cas de nécessité. Et c'est vrai que c'est très important. Ce n'est pas du tout dit dans le Rambam ce qu'on est en train de dire, mais en tout cas, c'est important et c'est clairement mentionné dans le Talmud que dans le futur, la halakha sera comme Bet Shammai. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là. En effet. Excusez-moi. Ken. Il n'est pas question de vérité parce qu'on dit Elou, Belou, Divrei Elohim, Haïm. Emet Meres Kitmar, c'est l'homme. Tout ce qu'on fait, la halakha est censée par rapport à la majorité. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que quand je dis vérité, c'est sûr que, on va dire comme ça, c'est une vérité qui passe par l'homme. C'est une vérité qui passe par l'homme, c'est sûr. Mais ça veut dire que quand l'homme a choisi comme vérité de sa génération Bet Hillel, Elou Velou Divrei Elohim Chaim, ça veut dire que Bet Shammai n'est pas complètement rejeté. C'est juste que maintenant, dans cette génération, par rapport à cette majorité, etc., ce n'est pas ça qui doit s'exprimer. Mais nous, par exemple, si on veut avoir un aspect total de la chose, il faut aussi qu'on étudie Bet Shammai parce qu'il y a là-bas quelque chose à prendre. Il y a là-bas des nuances, des vérités qui ne s'expriment pas dans la thèse de Bet Hillel qu'on doit aussi étudier. C'est juste qu'elles ne vont pas s'exprimer. Donc, ça veut dire que même l'opinion inverse fait partie de Emet Me'eretz Titzmar. C'est-à-dire elle fait partie aussi de cette vérité-là qui pousse. Il y en a une, elle a une expression dans la matière et l'autre, elle n'a pas d'expression dans la matière. Et nous avons fini le Perek Gimel
ce qui est une très bonne chose. Et donc, nous sommes à la page 19 et on commence le Perek Dalet. Alors, je vous préviens, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, je vais voir à la fin. Je vous préviens tout de suite, ça va être technique. Ok, c'est très technique. On va rencontrer beaucoup de notions qui sont des notions de base de la Torah orale. C'est vraiment le champ lexical des yeshivot. Ok, et c'est important, je pense, c'est sympa de le rencontrer dans le Rambam une fois pour toutes. Alors, j'ai hésité, est-ce qu'on va vraiment faire dans les mots ce que le Rambam va faire maintenant? Et je me dis que pourquoi pas, on va faire dans les mots ensemble. C'est un petit peu technique, mais je pense que c'est important quand même. וכאשר חשב לחבר את הספר הזה לפי תוכנית זו, ראה שצריך לחלק אותו לחלקים, ולכן חלקו לשישה חלקים. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Hanassi donc décide d'écrire la Mishnah, donc toute la Torah orale, c'est-à-dire que la Torah écrite finalement c'est des grandes règles générales, c'est on va dire des rappels, mais finalement l'essentiel de la Torah c'est la Torah orale, l'essentiel des lois est dans la Torah orale et surtout les lois qui ont été ajoutées au fil des générations et donc qui se divisent en 5 parties comme on l'a vu. Et là il se dit voilà, j'ai tout ça devant moi maintenant et il a donc divisé tout cet enseignement-là en 6 parties. Okay, les 6 parties qu'on appelle les Shisha Sidre Mishnah, les 6 ordres de la Mishnah. Et donc, c'est ce qu'on a devant nous. À chaque fois, quand c'est souligné, c'est première partie et de quoi elle parle. Donc, Achelek Arishon, de quoi il parle la première partie? Be mitzvot, hashayachot, bezera haaretz. Donc, de toutes les lois qui parle de la semence de la terre, c'est-à-dire donc de l'agriculture finalement. Comment est-ce qu'on fait pousser les choses, etc. Et surtout, comment est-ce qu'on ne les fait pas pousser. Kegon à Kilaim. Kilaim, c'est l'interdit de faire pousser dans le même champ deux espèces qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire de faire des sortes de, j'ai oublié le mot en français, des mutations comme ça, de fruits, de céréales, etc. Des greffes aussi, etc. Shemitah, c'est, alors ça ressemble à la jachère en français, c'est-à-dire qu'une fois tous les 7 ans, de laisser se reposer la terre. Or là, c'est une halakha que lorsqu'on plante un arbre, eh bien les 3 premières années, on n'a pas le droit de récolter ses fruits. À Trumot, Ve'ama Asrot, Ve'shar Matanot, c'est les obligations de donner de notre récolte. C'est-à-dire que lorsqu'on a un champ, eh bien, il y a un pourcentage que l'on doit donner. Alors, on donne aux pauvres, on donne aux Kohen, on donne aux Lévi. Donc, il y a un pourcentage, sachant que c'était extrêmement, on va dire, courant, puisque la majorité du peuple, c'était un peuple agricole pendant des années. Donc aujourd'hui, ces mitzvot-là, elles sont faites surtout par certains gros agriculteurs, mais à l'époque, ça concernait pratiquement tout le monde. Donc ça, c'est la première partie. Il ne l'a pas dit encore, mais cette partie s'appelle le Seder Zraim. Justement, c'est dommage que vous n'avez pas mis les noms, la Chelek Rishon Zraim. Alors, ce n'est pas moi qui n'ai pas mis les noms, c'est le Rambam, mais regardez, c'est juste en dessous, c'est en gras. D'accord? Ok. Donc, on va les voir tout de suite. Alors, si vous voulez, je laisse comme ça en gras, comme ça, c'est plus clair. Achelek Hasheni, la deuxième partie, c'est Bemoadim. Alors, je vais le dire tout de suite, il s'appelle Seder Moed. Moed, littéralement, veut dire une rencontre, finalement. Mais on parle de quoi? On parle des fêtes juives. C'est-à-dire parce que les fêtes juives sont des rencontres. C'est-à-dire qu'on rencontre le divin d'une certaine manière. D'accord? À Pessah, on le rencontre comme un Dieu libérateur, à Shavuot comme un Dieu qui donne la Torah, à Sukkot comme un Dieu qui nous protège, etc., etc. Ce sont en fait des rencontres. Et donc, ça va être une partie qui va parler de toutes les lois des fêtes juives. Bemoadim ou Behagim Vechovatam. Donc, des Moadim, des fêtes et de leurs obligations, puisque, on va dire, il y a des obligations spécifiques à chaque fête. À Pessah, il faut faire le Korban Pessah, il faut manger de la matzah, etc., etc. Vechiluke dinehem, et donc leurs différentes halachot. Vea asur bahem, ce qui est interdit. Vea ratsouy, ce qui est voulu. Vea mutar, ce qui est permis.
ou Mashenachon et Tzaref lechol moed mehem et adinim ve'a mitzvot. Donc tout ce qui concerne les fêtes juives. Achelek ashelishi bebiot ou perut adinim ashayachim ben anashim ve'hanashim. Donc tous les liens qu'il y a entre les hommes et les femmes, comme par exemple le mariage, le divorce, le yiboum, etc. Et tout ce qui concerne ces sujets. Achelek arevi'i bemishpatim verivot hanofelim ben bene adam. Donc, c'est les différents, les désaccords qu'il y a entre les gens, et ils vont en fait au tribunal pour avoir l'avis d'un juge, donc que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la vente, que ce soit dans des gens qui étaient associés dans des affaires, associés dans des terrains, etc. etc. Tout ça, c'est le chelek, la quatrième partie, qui s'appelle Nezikin. La cinquième partie, Bekorbanot, les Chol Chiluki Diniem Verov Miniem, donc les sacrifices. Et la sixième partie, pureté et impureté. Alors bien sûr, la cinquième et la sixième partie, c'est vrai que c'est les parties qu'on rencontre le moins. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de pureté et d'impureté. Et donc les quatre premières parties, c'est sûr qu'on les rencontre plus, surtout d'ailleurs les trois du milieu. Et donc là, il va nous dire comment elles s'appellent chacune d'elles. Vekara kol chelek mehem seder. Donc chaque partie s'appelle seder. Seder littéralement veut dire un ordre, parce que c'est ordonné. C'est-à-dire que c'est un sujet, mais un sujet qui a une logique intérieure ordonnée, comme le Rambam va l'expliquer tout de suite. Achelek Arishon, Seder Zraim. Donc, la première partie qui parle de l'agriculture, etc., elle s'appelle Zraim, qui veut dire les semences. Achel le Sheni, donc la deuxième partie, celle des fêtes, elle s'appelle Seder Moed. Le Shelishi, le troisième, s'appelle Seder Nashim, les femmes, d'accord? C'est tout ce qui est rapport aux femmes, donc le mariage, etc. Vea Revi'i Seder Nezikin. La quatrième partie s'appelle les dommages, parce que finalement, c'est de ça qu'on va parler, que ce soit des dommages monétaires ou autres. Bechamishi Seder Kodashim. Donc Kodashim veut dire les saints, mais dans le sens les sacrifiés, donc les sacrifices. Et la sixième, Seder Taharot, les puretés. Et là maintenant, le Rambam va nous expliquer la logique interne, pourquoi tel ordre, il est avant un autre ordre. Donc là, vraiment, le Rambam, alors par contre, je ne sais pas tellement c'est quoi la source du Rambam. Est-ce que c'est lui-même, c'est-à-dire sa réflexion, son intellect, etc. Est-ce qu'il a reçu ça de ses maîtres? Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là-dessus quelque part? Je ne sais pas, mais en tout cas, le Rambam va carrément rentrer dans la tête, dans la psychologie de Rabbi Yehuda Hanassi pour nous dire qu'est-ce qu'il avait dans la tête lorsqu'il a fait ces ordres-là. C'était quoi la logique interne d'avoir mis tel ordre avant l'autre, etc. Donc c'est assez impressionnant comment il va décrire ça. Je rappelle que lorsque le Rambam écrit ce texte, il a à peu près 20 ans, et donc il a déjà tout vu, il a déjà tout compris apparemment. C'est assez impressionnant. Donc, il a commencé, Rabbi Yehuda Hanassi, avec l'ordre Zraim. Ve'echel beseder Zraim. Lefi shehu dan bemitzvot amiyuchadot betzemach haaretz, vetzemach haaretz u mazon kol chai. וכל זמן שאין האדם חי על ידי המזון, אי אפשר לו לעבוד את השם בשום אופן מאופני העבודה. ולפיכך הקדים לדבר במצוות המיוחדות בצמח הארץ. Alors pourquoi est-ce que le Seder Zraim, donc le Seder qui concerne toutes les lois de l'agriculture, est en premier? Eh bien parce que l'agriculture, c'est ce qui va permettre à chaque personne vivante de manger, de vivre et de se réaliser. Et donc, avant que tu aies une vie spirituelle, eh bien, il faut que tu aies une vie physique. Naron, il faut que tu aies quelque chose à manger, que tu puisses exister, te réaliser physiquement déjà. Et donc, sans nourriture, Yefchar la'avod et Hashem, sans nourriture, on ne peut pas servir Dieu. Et donc, il a commencé par le Seder Zraim. Ensuite,
il a continué avec le Seder Moed. Ve'ismir lo Seder Moed. Les fiches écartent ou Seder Akatouv. Alors là, par contre, il s'est basé sur un pasouk. Sur le pasouk qui dit comme ça Ve'shesh shanim tizra et artsecha, ve'asafta et tevuata, ve'ashvi'it tishmatena, ve'natashta, ve'acharav, sheshet yamim ta'ase ma'asecha, shalosh regalim, ta'chog li bashan. Donc, selon le pasouk, il y a marqué comme ça que pendant 6 ans, tu devras ensemencer, tu devras faire de l'agriculture sur ta terre et tu pourras prendre sa récolte. Et juste après, il y a marqué 6 jours, tu devras faire ton travail. Le 7e, ce sera Shabbat. Et il part ensuite des Shalosh Regalim, des 3 fêtes, etc. Donc, on voit finalement dans la suite des psukim qu'on met d'abord en avant le travail de la terre et que juste après, on parle des rencontres avec le divin. On parle des fêtes juives, on parle du Shabbat, etc. Et donc, dans cette même logique, Rabbi Yehuda Hanassi a d'abord mis le travail de la terre, puis Moed. Acharkar, en 3e lieu. En 3e lieu, Acharkar, Ra'al et Agdim, Dine Nashim. Lifnei sha'ar divrei rivot, chikouy le seder akatuv, le fichekach asa Hashem, vechi yimkor ish et bito le ama, ki yinatsu anashim venakfu isha, ve'acharav, ki yigar shor ish ou le fichar igdim seder nashim lifnei nezikim. Donc, une fois qu'on a parlé de l'homme au niveau physique et au niveau spirituel, il va commencer à parler des problèmes qu'il y a dans la société, des différents entre les hommes, des procès, etc., etc. Et dans ce domaine-là, eh bien, il commence par tout ce qui concerne le lien homme-femme. Pourquoi? Encore une fois, selon un pasouk. Okay, c'est ce qui a marqué ici, Chikouy les Seder Akatov. Donc, il a imité ce qu'il y a marqué dans les psukim, donc les psukim qui sont la parole de Dieu dictée à Moshe. Et il y a marqué comme ça, Vechi yimkor ishet bito le'ama. Donc, il y a marqué lorsqu'un homme vendra sa fille comme servante ou lorsque 2 personnes se disputeront et qu'ils vont donner un coup et blessure à une femme, etc. Ve'acharav ki yigar shor ish. Et ensuite, il y a marqué seulement lorsque le taureau d'un homme fera un dommage à un autre homme. Donc, en gros, on voit quoi? Que dans le premier passouk, on parle des litiges qui concernent les femmes. Et dans le deuxième passouk, on parle des litiges qui concernent tout le reste, c'est-à-dire un dommage qui a été engendré par mon animal, etc., etc. Et donc, de la même manière, Rabbi Yehuda Hanassi nous parle d'abord des litiges hommes-femmes et ensuite des autres litiges. Donc ça, c'est le Seder Nashim, avant Nezikim. Le 4e, c'est donc Nezikim. Nezikim, c'est tous les autres litiges. Très bien. Et alors, nous dit comme ça le Rambam, Ve Sefer Ve Ele Shemot, Kolel Arba Inyanim Ele. Donc le Sefer de Shemot, lui, il comprend ces 4 sujets-là. C'est-à-dire, c'est quoi les 4 sujets? L'agriculture, les fêtes juives, les litiges liés aux femmes et les autres litiges. Okay, c'est les 4 sujets que comprend le Sefer Shemot. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas du tout parlé du Sefer Bereshit? Parce que le Sefer Bereshit, en vérité, comme dit Rashi, le premier Rashi de la Torah, le Sefer Bereshit ne donne pas tellement du tout de halachot à Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a quelques mitzvot là-bas, mais c'est des mitzvot qui sont donnés à des individus, qui sont donnés par exemple à Adam Arishon, qui sont donnés à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, mais qui ne sont pas tellement donnés à un peuple, puisqu'il n'y a pas encore de peuple, puisque le peuple va apparaître finalement que dans le livre de Shemot. Et donc tout le Sefer Bereshit va être l'introduction à qui c'est ce Am Israël qui est en fait le dépositaire de l'image de Dieu qui est passé par Adam, etc., jusqu'à arriver à eux. Mais finalement, c'est comme on l'appelle le Sefer HaYesharim, c'est-à-dire c'est le livre qui va être avant la réception de la Torah. Et donc, il n'y a pas de Mishnah qui s'inspire de ce livre-là. Donc, ça commence avec le livre de Shemot. Et une fois qu'il a fini donc, avec le livre de Shemot, eh bien, il passe au livre de Vaïkra, le Lévitique. Et de quoi on parle dans le livre de Vaïkra?
Donc, Acharkar Avar Min Ve'ele Shemot les Sefer Vayikra, Keseder Torah, donc dans l'ordre de la Torah écrite, Ve'kava Achare Seder Nezikim, Seder Kodashim. Donc, après le Seder des dommages, eh bien, il parle des korbanot, puisque c'est de ça qu'on parle dans Vaikra, et on parle aussi Ve'acharav Seder Taharot, on parle de la pureté et de l'impureté, qui sont vraiment deux sujets qui sont extrêmement loin de notre conscience aujourd'hui. C'est un vrai effort de se mettre dans dans cette réalité-là qui ne nous concerne pas tellement. Les fiches ekach ou seder akatu vigdim dîner korbanot lifne dîner tum'a vetara les fiches elo itri vetarot et là min vayehi beyom hashemini, et on voit que même dans le livre de Vayikra lui-même il commence d'abord avec les sacrifices et ensuite il part de la pureté et de l'impureté, et donc c'est comme ça qu'a fait aussi Rabbi Yehuda Hanassi. Donc là il nous a expliqué de manière assez courte comme ça quelle était la logique de cet ordre-là de Rabbi Yehuda Hanassi dans ses Shisha Sidrei Mishnah. D'abord parler de tel sujet, puis de tel sujet, puis de tel sujet. On voit qu'en gros, c'est surtout selon des psukim, il s'est inspiré de versets explicites de la Torah. Et alors là, au niveau technique, Vekaasher sakar kol sheshet achalakim akolelim klal kol hamitzvot ra'a lechalek kol chelek mehem lisugaf kefi araoui vekara lekol sug mehem maserta. Chaque ordre de Mishnah, en vérité, comporte énormément de sujets. Et chaque grand sujet s'appelle en hébreu une maseret, en français un traité. Alors ici, il y a marqué maserta, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en araméen. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire un traité. Donc on a d'abord le Seder qui est composé de plusieurs traités. Et chaque traité est lui-même composé de plusieurs chapitres. Donc dans chaque Maseret, il y a plusieurs Perek. Et chaque Perek a elle-même plusieurs coupures qu'on appelle, alors il te dit ici des halakha, mais en vérité le nom que nous on utilise pour ces petites coupures, on les appelle tout simplement des Mishnah. Mais c'est un peu la même chose. Mishnah veut dire enseignement, Halacha, ça veut dire une loi, mais on va dire que le nom qui a été répondu, c'est le nom Mishnah. Donc c'est ce qui est marqué là. Chilek adevarim shebechol perek liktaim ketanim yoter sheyu kalim le zicheram ve le lamdam vekara lechol ketam meotam Haketaim, Haketanim, Halakha. Chaque chapitre, Perek, il est composé de petites parties qu'on appelle des Halakha ou des Mishnah. Alors, pour simplifier un petit peu, pour donner un aspect visuel à tout ça, regardez cette image. Vous voyez en haut, en bleu, il y a les 6 ordres de la Mishnah. Donc, en haut à droite, on commence avec Zraïm, puis Mored, Nashim, Nezikim, Kodashim. Je dois agrandir ça un tout petit peu parce que c'est très petit. C'est très petit, très bien. Oh. Que c'est mieux comme ça? Oui, un peu mieux. Oui. Okay. Donc, en haut, en bleu, on a les 6 ordres de la Mishnah. Et ensuite, vous voyez que chaque ordre, il comporte plusieurs choses, donc plusieurs masertot, plusieurs traités. Donc, par exemple, dans l'ordre de Zraïm, nous avons Brachot, Pea, Dmaï, Kilaïm, Jvi'it, Trouma, Maasrot, Maaser Sheni, Chala, et je crois ensuite en dessous, Orla, Ve, Bikurim. Donc, il y a 11 traités, par exemple, pour l'ordre de Zraïm, et ainsi de suite. Dans le Seder Moed, nous avons Shabbat, Iruvim, Psachim, Shkalim, Yoma, Sukkah. Donc, on parle de Shabbat, on parle de Pessah, on parle de Kippour, on parle de Sukkot, on parle de Shavuot, on parle de Rosh Hashanah. Ok, tout ça, c'est le sujet du Seder Moed. Alors, encore pour se faire une idée un petit peu du nombre de choses, regardez juste en dessous. Alors là, je suis désolé, c'est dans l'autre sens. Ça veut dire que Zraïm commence en haut à gauche. Ce n'est pas très grave, c'est juste pour voir le nombre de Mishnayot. Par exemple, dans Zraïm, nous avons une Maseret, un traité qui s'appelle Brachot. Et cette Brachot, vous voyez, entre parenthèses, il y a un chiffre.
c'est le nombre de Mishnayot qu'il y a dans le traité de Brachot. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de Mishnayot. Alors, si vous voulez un chiffre, le Rambam va nous le dire dans 3 pages. Il y a 61 traités et 523 chapitres. Mais chaque chapitre comporte plusieurs Mishnayot. Donc, combien de Mishnayot il y a exactement? J'essaierai de vérifier pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, et ça comprend toute la Torah orale. Ce que va faire maintenant le Rambam, ce qu'on fera peut-être la semaine prochaine, c'est de nous dire la logique en vérité. Alors, attendez. La logique interne de chaque ordre. C'est-à-dire que, par exemple, dans le traité de Zraïm, on a vu que ça commence avec le traité de Brachot. Et alors, pourquoi est-ce que Brachot vient avant PA, etc., etc. Alors, d'un côté, vraiment, c'est technique. C'est technique. D'un autre côté, c'est sympa parce que ça nous fait vraiment une promenade dans pratiquement toutes les notions de la Torah. Donc, c'est toujours sympa. Donc, voilà, ça, c'est dans les mots. J'hésite encore, je ne sais pas si on le fait dans les mots exactement ou si on le saute parce qu'on a compris le principe. Je ne sais pas. Si vous avez une opinion, vous pouvez le dire à David qui me transmettra. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Est-ce que tous les cas de figure possibles ont été évoqués, ce qui voudrait dire qu'on ne pourrait plus avoir de nouvelles marloquettes dans d'autres générations? C'est une très bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment parlé de tous les aspects de telle chose? Il faut croire que oui. Il faut croire que oui. C'est-à-dire qu'il y a une providence divine qui passe par les sages, qui passe par les marloquettes, et que finalement, si sont arrivés à nous tels marloquettes, c'est que c'est ça qu'on devait en tout cas savoir sur ce sujet. Et si ce n'est pas arrivé à nous, eh ben, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, ça veut dire que pour l'instant, Dieu ne voulait pas qu'on soit face à tel aspect de tel halakha. Donc, en ce qui nous concerne, il faut se dire que lorsqu'on a 2 opinions sur un sujet, eh bien, c'est les 2 seules opinions possibles. Maintenant, est-ce que plus tard, lorsqu'il y aura un Beddin et lorsqu'il y aura, par exemple, des prophètes et des chachamim, etc., eh bien, qu'on rajoute des opinions sur tel sujet, c'est possible. Oui, c'est possible. On verra mais c'est encore loin. C'est-à-dire que pour nous, pour, on va dire, toute la période de la galoute et un peu plus, eh bien, c'est les opinions qui existent. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne peut pas rajouter tellement d'opinions à ce qu'il y a. Voilà, je pense que c'est ça ma réponse. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que tu peux envoyer le texte? Ouais, je vais envoyer le texte, je vais envoyer aussi. On pourrait avoir le tableau. Et le tableau. Je vais envoyer tout de suite. Le tableau. Merci. Après, envoie-le-moi. Et moi, je le mettrai dans la description de la vidéo que j'enverrai. Très bien. Super. Très bien, très bien. On peut avoir le texte au total? Ouais, je vais l'envoyer. Chazak Ubaruch, Shavua Tov.